Bonsoir, soyez toutes et tous les bienvenus pour le bulletin d'information à 18h. L'actualité, c'est d'abord cette réunion de crise au siège du conseil départemental en début d'après-midi. Contrairement aux particuliers, les entreprises et collectivités locales ne disposent pas de bouclier tarifaire pour empêcher les prix de l'énergie de monter en flèche. Résultat, avec la situation énergétique, le CIDEV s'inquiète déjà de la situation pour les prochaines semaines. Un cri d'alarme, il est lancé parce qu'aujourd'hui, la gravité de la situation énergétique nous oblige à réagir collectivement entre le département, les collectivités vendéennes que sont les communes et les intercommunalités, mais également les entreprises. Nous avons eu la semaine dernière des coûts du mégawatt qui ont frôlé les 1 000 € quand nous étions à 50 € en 2021. Le département s'émeut également de cette situation. Alain Leboeuf espère, je cite, une solution si nos moyens sont absorbés par cette augmentation du prix de l'énergie. Ce sont autant d'investissements que nous ne pourrons plus faire l'an prochain. Même constat en tout cas pour les entreprises. Là aussi, la situation est préoccupante. Concrètement, ça nous augmente notre budget énergie de 2,5 millions à 11 millions d'euros. Donc c'est insoutenable puisqu'on devrait répercuter une hausse de prix de 15% sur nos produits. Et aujourd'hui, c'est impossible, le consommateur ne l'acceptera pas. Donc si le prix ne bouge pas, peut-être qu'on devra faire des arbitrages sur nos sites de production en ralentissant ou en démarrant moins ou en démarrant certaines journées mais pas d'autres. Mais ça nous amènera à des arbitrages qu'on n'a jamais connus aujourd'hui. Éducation à présent. Depuis hier, les rentrées d'élèves se poursuivent. Au total, plus de 62 000 enfants ont choisi le privé dans l'un des 257 écoles, collèges ou lycées catholiques dans le département. L'enseignement catholique de Vendée qui en a d'ailleurs profité pour faire le point sur ses effectifs d'enseignants. Comme le secteur public, certaines matières ne suscitent pas autant de vocation que nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes sereins. Nous sommes sereins dans cette rentrée avec des enseignants qui sont globalement tous là. Nous avons encore quelques enseignants à traiter en termes de dossiers administratifs, parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, nous avons tout de même des matières des matières en tension, tout comme en France. Donc si nos auditeurs et puis nos téléspectateurs ont soudainement une appétence au métier de professeur de lettres, professeur d'anglais ou d'allemand ou d'espagnol, je les accueille avec grande joie. Et puis à noter du côté de la région, Christelle Morancet, la présidente du conseil régional, vient d'annoncer son départ des Républicains dans les colonnes de Ouest France. Elle explique tout simplement ne plus être membre du parti depuis le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Une élection au cours de laquelle la présidente de la région des Pays de la Loire avait appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Quelques images également à propos de cette cérémonie de bienvenue de la police nationale. Les nouveaux policiers ont pu effectivement prendre leur poste. 18 nouveaux policiers pour gonfler les rangs des unités sablaises et lyonnaises. Aujourd'hui, il y a selon l'INSEE environ 16 policiers pour 10 000 habitants. Une arrivée attendue dans un département où la population augmente vite. Pour Grégory Brelet, ces arrivées sont, je cite, une bouffée d'oxygène, mais on remet juste à flot les effectifs. Le secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale dénonce également une hausse des enquêtes et donc le besoin humain devrait être plus important. Qui dit rentrée dit d'ailleurs fin des vacances. Et à l'heure des premiers bilans, la région se satisfait de cette nouvelle saison touristique, peu marquée par la pandémie de Covid-19. Depuis l'hôtel de région, retrouvons Colline Davy avec son invité pour faire le point. Nous nous retrouvons à l'hôtel de la région pour faire un petit bilan sur la saison touristique et c'est plutôt une très belle saison d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est une excellente saison pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve en fin de compte les niveaux de 2019, même si 2019 était une excellente année, donc le fait est c'est que la barre est haute et puis en plus le retour de la clientèle étrangère qui est pour nous aussi un atout important et donc on est ravis de pouvoir annoncer des excellents résultats. Les professionnels sont heureux de pouvoir avoir ces résultats qui sont favorables et qui en fin de compte rattrape les 2 années de Covid.
Et pour la clientèle étrangère, notamment en Vendée, on a eu le retour des Britanniques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les Britanniques sont revenus. Vous savez, ils étaient dans un contexte un peu particulier, à la fois politique et aussi, je dirais, financier. Mais toute l'Europe du Nord, en fin de compte, les Belges, les Allemands, les Néerlandais, tous ceux qui sont une clientèle fidèle, tout ça fait qu'on a... on l'espère en tout cas, 20% de la population touristique qui sera étrangère. Et donc c'est une bonne saison en termes économiques. En revanche, il y a encore quelques petits bémols, on peut dire, notamment en termes de recrutement pour l'hôtellerie, la restauration, c'est ça ? Bien sûr, c'est un sujet qui n'est pas uniquement dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, mais comme vous le savez, l'hôtellerie et la restauration a subi de nombreux départs pendant le Covid de personnel, et de ce fait-là, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Nous avons sans doute des idées à développer. Je pense par exemple au pourboire numérique. Le pourboire numérique est intéressant parce qu'il permet notamment de pouvoir rémunérer le personnel. Vous le savez, maintenant, tout le monde a sa carte dans sa poche, et donc de ce fait-là, n'a plus de monnaie, et là, ça donne la possibilité de pouvoir arrondir, bien sûr, son addition au supérieur et donner ce pourboire à l'ensemble du personnel. Donc voilà, il y a des idées qu'il faut sans doute développer encore pour attirer plus de monde dans cet univers qui est formidable, qui est le monde de l'accueil, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc il y a des solutions pour ce qui ne fonctionne pas très bien, on va dire, et ça annonce une belle saison, déjà une belle arrière-saison et une belle saison pour l'année prochaine aussi. Et puis toujours à propos de tourisme, ce chiffre, 1 million, c'est le nombre de nuitées sur des aires et des emplacements de vannes et camping-cars recensés par le réseau européen Camping Car Park. Parmi les destinations prisées, les Pays de la Loire, avec plus de 175 000 nuitées entre juin et août. Alors les communes n'ont d'autre choix que de s'adapter, comme nous l'explique Théa Hartmann. Camping-cars, vannes ou encore fourgons sont de plus en plus nombreux à parcourir les routes. La crise sanitaire a réorienté les choix des vacances pour certains. Face à cette nouvelle hausse de fréquentation, les communes doivent s'adapter, comme ici, à Vouvant. Notre commune est petite avec des rues étroites et donc on ne pouvait pas laisser circuler les camping-cars un peu partout dans la cité et dans ses environs. Donc nous avons souhaité qu'il soit installé une aire confortable pour que les camping-caristes soient bien accueillis. Ils bénéficient d'un certain nombre d'éléments de confort qui aujourd'hui existent dans la plupart des aires de camping-car. Malgré les aménagements proposés, certains préfèrent opter pour la pratique du camping sauvage, formellement interdit par la loi. Face à ce fléau, l'ONF a dû sévir en posant des arrêtés municipaux, comme sur l'allée Pierre Blanche, en forêt de Mervan. On observait la pratique très très régulière du camping nocturne, et donc avec tous les désagréments qui allaient avec, notamment des dépôts de déchets et surtout la pratique du feu de camp. Et hormis ces incivilités, la pratique même du camping peut déranger en fait la faune. Pour éviter ce genre de problématique et que tout le monde y trouve sa place, l'Organisation nationale des forêts va mettre en place un schéma d'accueil du public. L'idée, c'est qu'on a des zones principales d'accueil où on va faire en sorte que les conditions d'accueil soient vraiment très confortables pour le public. Et à côté de ça, on va essayer de réserver des zones où on limitera un maximum l'accès pour veiller à ce qu'il y ait de la tranquillité pour la faune et pour le milieu naturel sur certains secteurs les moins fréquentés de la forêt. Pour leur rendez-vous l'année prochaine, plus nombreux et surtout plus respectueux. Et puis prenons un peu de hauteur pour se quitter avec une bouffée d'oxygène. Le festival Comme un nuage revient cette année pour souffler sa 10e bougie. Ce festival est l'un des rares consacrés à la photographie aérienne réalisée par Cerf-Volant. Un art rare et difficile à maîtriser que nous vous proposons de découvrir en compagnie d'Inès Wick. Il y a 130 ans, un certain Arthur Berthoud invente la photo aérienne par cerf-volant. Aujourd'hui, la France compte une centaine de passionnés qui, contre toute attente, résistent à l'arrivée des drones. Cette pratique, peu connue du public, est pourtant accessible. Tout le monde peut s'y mettre en fonction de ses compétences. On peut très facilement se bricoler une petite suspension sur laquelle on va accrocher l'appareil photo et puis lâcher de la ligne. On peut acheter des nacelles pour la photo par cerf-volant, mais en règle générale, ça fait partie du plaisir de créer soi-même son matériel
et ça permet de partager aussi ses trucs et ses astuces. Dépendant du vent, le photographe doit savoir s'adapter à toutes les situations. Le vent, sa direction, sa force, sa turbulence ou son calme nous pose les plus grands défis en fait à relever. Et on doit toujours s'adapter justement à ce vent. Mais cette pratique a ses avantages. Alors un des gros avantages à mon avis, c'est le côté non intrusif du cerf-volant. C'est le capital sympathique que le cerf-volant peut représenter par rapport au drone, qui a un côté un petit peu plus gênant. On ne va jamais se poser des questions sur un papy à barbe blanche qui tient un cerf-volant, alors qu'un jeune avec un drone, il y a moins de sympathie. Et puis, tant qu'il y a du vent, on n'a pas besoin de recharger les batteries. Les passionnés sont venus de toute la France et même de Polynésie française pour assister à ce festival unique au monde. Et puis, si vous êtes plus voile que cerf-volant, n'oubliez pas, la Golden Globe Race, le départ, c'est ce 4 septembre. Pour l'occasion, TV Vendée sera en direct dès 13h, lors du départ depuis le Chénal. Et pour le départ de la course, à proprement parler, à 15h45, là aussi, la chaîne sera en direct pour vous faire vivre donc le départ de cette course au large, sans escale, sans assistance matérielle et électronique. Voilà pour cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi, comme chaque jour. Vos prochains rendez-vous avec l'actualité lundi, c'est avec Caroline Tronche dans votre matinale. Retrouvez Diane Delangle pour vos Vendées en direct de la semaine prochaine. Quant à nous, nous aurons le plaisir de retrouver à 12h30 lundi pour un prochain flash en direct. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end sur TV Vendée et n'oubliez pas de vous brancher sur le canal 34 pour suivre en direct le départ de la Golden Globe Race.